Voici une série sur les nouvelles questions du code de la route qui correspondent à la réforme, donc au nouveau code de la route. Je vais rencontrer une descente à 6% dans 2 km. Vraie réponse A, faux réponse B. On nous annonce bien un danger avec une descente de 6%. Les panneaux de danger sont toujours mis à l'avance, donc comme là on est hors agglomération, c'est mis au moins 150 mètres avant le danger, ça c'est le minimum. Ensuite, il y a un panonceau qui nous dit 2 km, mais comme il y a des flèches sur le côté, ça nous indique une étendue, ça veut dire une durée. Il n'y aurait pas les flèches, ça serait dans 2 km. Donc ça va durer 2 km. Donc, est-ce que je vais rencontrer une descente dans 2 km? Non, faux, réponse B. Ce motard est bien placé pour tourner à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc je vous rappelle que c'est une vidéo qui est aux normes par rapport à l'examen. Donc vous avez des nouvelles choses, comme par exemple là le symbole. Donc là le symbole, c'est parce que on a un point de vue du motard. Donc vous voyez, on est comme si on était placé sur la moto. Là, on constate qu'il est sur une voie réservée qui est pour les bus et pour les cyclistes. Un motard n'est pas un cycliste. Un motard doit rouler, comme pour les voitures d'ailleurs, doit rouler dans la voie d'à côté. Il n'a pas le droit d'utiliser la voie réservée pour les bus ou pour les cyclistes. Donc, il n'a pas à se placer ici pour tourner à droite. Il doit rester dans cette voie-là. D'ailleurs, on a aussi la flèche, vous voyez, pour tourner à droite. Donc, il doit rester dans cette voie-là. Ensuite, quand le feu sera vert, il pourra avancer. Et il aura le droit de traverser la voie réservée pour tourner à droite, mais uniquement la traverser, pas circuler dessus. Donc là, c'était réponse B. Je vais vous faire pas mal de séries d'affilée avec les nouvelles questions du code de la route parce que je m'aperçois que je suis la seule à vous proposer ça sur YouTube. Donc je vais vous en proposer plein d'affilée. Donc si vous voulez pas les louper, surtout abonnez-vous et mettez la petite cloche des notifications pour être prévenu dès que je vous sors une vidéo. Je vous conseille aussi de beaucoup vous entraîner sur tout ce qui est panneaux et règles d'intersection parce que sur le nouveau code de la route, vous avez plus de questions sur les panneaux et sur les règles de priorité. Un feu tricolore ne fonctionne pas lorsqu'il clignote vert en bas. Réponse A. Clignote jaune en bas. Réponse B. Clignote jaune au milieu. Réponse C. Et jaune fixe au milieu. Réponse D. Alors là, avec la réforme, vous voyez ça peut vous aider. C'est écrit une seule réponse. Donc déjà, ça va vous éliminer pas mal de possibilités. Vous n'en avez qu'une à trouver. Alors, ça clignote jamais vert en bas. Ça n'existe pas, ça, un feu qui clignote vert. Ensuite, c'est uniquement quand il clignote jaune au milieu. S'il était en bas, c'est pour remplacer le feu vert, pour dire qu'il faut passer avec prudence. Et il peut très bien passer orange fixe ensuite. Donc c'est pas en bas, c'est au milieu. Donc il n'y a qu'une seule réponse, c'était le feu clignote jaune au milieu. Donc c'était réponse C. Cette voiture peut s'engager à condition qu'elle se place dans la voie de droite du giratoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc ça fait partie des questions de nouvelles réformes aussi, hein. Vous avez vu une vidéo qui est faite par le biais du drone, donc vue du ciel. Alors,
là, vous avez vu, il y a des voitures qui arrivent dans un sens giratoire. Donc, on a un cédé le passage. Normalement, il faut laisser passer ceux qui sont sur l'anneau et qu'ils soient dans n'importe quelle voie d'ailleurs. Pourquoi? Parce que si vous vous engagez ici et que la voiture, elle a le droit de sortir là, vous savez, elle va commencer à se décaler, la voiture qui est ici. Au niveau de l'intersection, à peu près à hauteur de l'intersection, elle va commencer à changer de voie pour pouvoir sortir. C'est pour ça que vous pouvez pas, vous engager sur la voie droite, sinon vous allez l'empêcher de changer de voie pour pouvoir sortir. Et là, ça va être l'accident. Vous devez laisser passer toutes les voies qui sont sur l'anneau, c'est obligatoire. Donc cette voiture peut s'engager à condition qu'elle se place dans la voie de droite. Non, elle ne peut pas s'engager, elle doit attendre au céder le passage. Donc c'était réponse B. Le sous-gonflage d'un pneu risque d'entraîner une usure irrégulière, réponse A, un éclatement, réponse B, un bruit anormal, réponse C, une contravention, réponse D. Alors, un sous-gonflage, ça entraîne une usure, surtout, vous voyez, comme ici, là, ça c'est un sous-gonflage. Donc, les flancs sont plus en contact avec la route, et ce n'est pas fait pour ça. Là, il y a une grosse épaisseur, et là, ici, de ce côté-là, c'est assez fin. Donc, ça va chauffer, ça va surchauffer, et il y aura un risque de passement donc de votre pneu, et donc d'éclatement. Donc, le pneu sous-gonflé, il peut aussi faire plus de bruit, donc ça fait un bruit anormal. Donc ça provoque une usure irrégulière, puisque c'est sur les côtés, ça provoque un éclatement et ça provoque un bruit anormal. Donc réponse A, B et C. Lorsque je m'installe au volant, je dois régler en premier mes rétroviseurs, réponse A, mon volant, réponse B, mon siège, réponse C, ma ceinture de sécurité, réponse D. Alors, comment je m'installe au volant? Dans un premier temps, il faut d'abord régler au niveau de votre siège. Ça, c'est le premier à régler. Alors, comment vous réglez par rapport à votre siège? Vous réglez par rapport à vos jambes. C'est-à-dire que vous devez pouvoir appuyer sur la pédale d'embrayage, la pédale la plus à gauche. Vous devez pouvoir appuyer sur la pédale d'embrayage sans avoir la jambe tendue ni trop pliée. Ensuite, vous allez régler vos bras. Donc, ça sera ça sera par rapport à votre volant. Alors, vous allez rester adossé à votre siège et puis vous allez tendre les bras au-dessus du volant. Donc, faut que vous regardiez sur une petite photo, mais vous devez pas avoir les bras qui dépassent trop au-dessus du volant, ni avoir les bras trop pliés. À savoir que vous pouvez aussi régler la profondeur du volant et la hauteur du volant. Maintenant, sur les nouvelles voitures, ça se fait à chaque fois. Ça, c'est génial d'ailleurs pour les très grands. Ensuite, une fois que vous avez réglé le siège et que vous avez réglé donc vos jambes et au niveau des bras, eh bien, vous allez régler les rétroviseurs. Alors, les rétroviseurs, il faut les régler, mais il faut surtout pas se pencher au moment où vous les réglez, d'accord? Il faut rester bien droit comme si vous conduisiez pour régler vos rétroviseurs. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez régler votre ceinture de sécurité. C'est-à-dire que vous l'enclenchez, mais elle ne doit pas être vrillée non plus. Donc vous devez la mettre correctement, votre ceinture. Donc si on regarde bien par rapport au siège, le siège qui est là, et puis vous êtes ici, là, installé là. Je simplifie, d'accord, vous m'excuserez, mais voilà, vous êtes ici. Eh bien, il y a une méthode à faire. C'est que vous commencez par le bas et vous finissez par le haut. Alors, vous commencez d'abord par régler les jambes. Donc ça, c'est en 1. Ensuite, vous allez régler en 2 votre volant. En 3, l'appui-tête, mais là, il ne vous le propose pas, d'accord? En 3, l'appui-tête. Et en 4, le rétroviseur. Ok? Donc, plus ça vient, plus vous montez. Donc, les jambes, les bras, votre appui-tête, le rétroviseur. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous mettez votre ceinture
en dernier. Et vous savez pourquoi on met la ceinture en dernier? Ben, c'est parce que tout simplement, si vous avez votre ceinture là, vous avez votre ceinture, clac, donc vous êtes bien serré au siège. Vous mettez votre ceinture en premier. Comment vous faites après pour avancer votre siège? Parce que là, vous êtes coincé, la ceinture, elle va pas se desserrer comme ça. D'accord? Donc après, vous pouvez plus trop manipuler votre siège. Donc on met la ceinture, celle-ci, en dernier. Donc jambes, bras, tête, rétro. Ok? On monte. Fur et à mesure. Jambes, bras, tête, rétro, ceinture. À apprendre par cœur. Donc là, lorsque je m'installe au volant, je dois régler en premier. Et bien là, c'était la réponse C, mon siège. La file permet d'éviter le blocage des roues en cas de freinage d'urgence. Réponse A. D'amplifier le freinage. Réponse B. D'indiquer un problème de pression sur un pneu. Réponse C. D'indiquer le franchissement involontaire d'une ligne continue ou discontinue. Réponse D. Ah, ça, je me rappelle de cette question. Ça fait partie d'une des questions que je vous ai dit de réviser là pour ceux qui se sont inscrits à la formation gratuite pour pouvoir progresser plus vite. Je vous ai dit de revoir ce que c'était la file, comment ça fonctionnait, ce que c'était, ce que ça veut dire et comment ça fonctionnait. Donc, on va voir si vous avez bien répondu maintenant. Alors, la file, qu'est-ce que c'est? C'est une aide à la conduite. Il s'agit de l'alerte de franchissement involontaire de ligne. Donc c'est un dispositif qui permet d'avertir le conducteur s'il franchit involontairement une ligne, que ce soit une ligne comme ici discontinue ou une ligne continue, ça peut être aussi une bande blanche. Là, il vous avertit de quelle façon? Soit avec une vibration au niveau du volant, vous avez le volant qui vibre, le siège qui vibre aussi, ça peut être ça, et puis vous avez certaines voitures modernes, vraiment les dernières qui sont sorties là, ou alors les voitures haut de gamme, mais même les voitures moyenne gamme et bas de gamme, les dernières qui sont sorties le font un petit peu aussi, c'est-à-dire qu'elles vous remettent aussi un peu dans la trajectoire. Donc il y a des détecteurs qui détectent tous les marquages au sol, et donc si vous vous déviez et que vous empiétez un peu sur le marquage alors que vous n'avez pas mis de clignotant, il va supposer que c'est un changement de voie qui n'est pas volontaire. S'il y a un clignotant, il ne fera rien au moment où vous allez franchir cet axe-là. Si vous vous écartez sans clignotant, là il va vous rappeler. Et puis il va soit vous remettre dans l'axe, soit vibrer. Donc ici, ça permet d'indiquer le franchissement involontaire d'une ligne continue ou discontinue. Réponse D. Le frein de parquage est toujours placé entre les deux sièges avant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, le frein de parquage, c'est ça. On l'appelle aussi le frein de stationnement ou le frein de parking ou le frein à main. Mais justement, à tort, maintenant, les nouvelles voitures, c'est plus toujours à main. Des fois, vous avez un petit bouton à appuyer qui peut se trouver à droite ou à gauche de votre volant pour enclencher le frein à main. Des fois, ça peut être aussi un frein à pied. D'accord, il faut appuyer sur une pédale qui est à gauche la plupart du temps, sur le côté, pour pouvoir enclencher votre frein à main. Attention, c'est pas toujours au centre maintenant. Donc là, c'était réponse B. Écouter de la musique à un niveau sonore très élevé peut perturber ma vigilance au volant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors c'est vrai que ça perturbe le niveau sonore, si c'est très élevé, ça perturbe. Et en plus de ça, vous n'allez pas détecter tous les indices sonores. Quand je parle d'indices sonores, ça peut être quoi? Ça peut être une moto ou un scooter qui arrive sur le côté,
Hein, on entend le bruit quand il est proche de vous. Ça peut être aussi une sirène d'un véhicule d'intervention qui passe en urgence et qu'il faudra peut-être laisser passer. Si vous avez le niveau sonore qui est trop élevé de votre musique, vous n'entendrez pas tout ça. Donc réponse A. Je vais rencontrer un stop, réponse A, un céder le passage, réponse B, une priorité à droite, réponse C, un feu tricolore, réponse D. Elle n'était pas facile, celle-ci, rassurez-vous. Le jour de l'examen, des questions pas faciles comme ça, au pire, vous n'en aurez qu'une sur 40. Ça ne va pas s'enchaîner. Si on revient en arrière, je vais vous demander de bien regarder la signalisation, en particulier les panneaux. Là, il fallait bien regarder les panneaux. Donc, je reviens en arrière et regardez bien. Là, on voit un feu tricolore. Donc, ça nous annonce que nous allons rencontrer un feu tricolore. Parce que là, tout du loin, le camion cachait la visibilité sur le feu tricolore qui est juste ici. Donc si vous n'observez pas bien votre signalisation, vous ne pouvez pas le voir. Donc c'était réponse D, ça nous annonce un feu tricolore. La climatisation de mon véhicule est encrassée. Cela va avoir une incidence sur la consommation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, le fait d'utiliser la climatisation, déjà dans un premier temps, augmente la consommation. Mais si en plus de ça, vous avez un filtre qui est encrassé, eh bien ça va augmenter encore plus la consommation de votre véhicule. Donc là, c'était réponse A. Le conducteur de la voiture peut voir le petit garçon s'il regarde dans les rétroviseurs. Oui, réponse A. Non, réponse B. En tournant la tête. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, comme quoi, regarder dans les rétroviseurs, ça ne suffit pas. Parce que là, si on dessine la voiture, donc je vous dessine la voiture, comme ça, le volant qui est ici, et le garçon qui est là. Nos rétroviseurs vont nous permettre de voir ce qui se passe dans cette zone-là, hein, et puis dans cette zone-là. Ça, c'est pour les rétros extérieurs. Donc là, les rétros extérieurs, l'enfant, il n'est pas vu. Le rétro intérieur, en effet, il va permettre de voir tout ce qui se passe derrière dans cette zone-là. Mais le problème, c'est que regardez par rapport au rétroviseur qui est un peu plus loin, hein, là, le rétroviseur, il est là, et le champ de vision, au niveau hauteur, eh ben, il est comme ça. Pourquoi? Parce que là, on n'a plus de visibilité, et l'enfant, il passe juste en dessous du rétroviseur. Là, on ne le voit pas du tout. Et en se retournant non plus d'ailleurs, on ne le voit pas. D'où l'importance de bien regarder ce qui se passe autour de son véhicule avant de monter dans la voiture, pour avoir une idée du nombre de personnes qui peuvent arriver et ne pas être vues au moment où on regarde dans les rétroviseurs. Donc ces réponses B et D. À 50 km/h, la distance d'arrêt sur sol sec est d'environ 15 mètres, réponse A, 20 mètres, réponse B, 25 mètres, réponse C. Alors ici, eh bien, la distance d'arrêt sur sol sec, comment la calcule-t-on? On prend le chiffre des dizaines qui est ici et on va le multiplier par lui-même. Donc 5 fois 5, ça fait 25. Donc je mets 25 mètres pour faire la distance d'arrêt.
La distance d'arrêt, ça comprend quoi? Ça comprend le temps de réaction, la distance qu'on va parcourir pendant le temps de réaction et la distance qu'on va parcourir pendant notre freinage. D'accord? Donc, là, c'était réponse C. J'adopte une conduite économique en ayant une conduite nerveuse. Réponse A. En augmentant les distances de sécurité. Réponse B. En faisant preuve d'anticipation. Réponse C. Alors, j'adopte une conduite économique en ayant une conduite nerveuse. Non, non, parce que quand vous avez une conduite nerveuse, ça veut dire que vous accélérez trop fort, donc après vous êtes obligé de freiner brutalement. Et là, eh bien, ça fait le pire, justement, on consomme plus, ça peut aller jusqu'à 40% de consommation en plus. Et en plus de ça, on use plus la voiture et les freins aussi. Donc les frais d'entretien du véhicule vont augmenter. Alors, si j'augmente les distances de sécurité, j'aurai plus de facilité à anticiper ce qui va se passer devant moi. Donc j'aurai la possibilité, par exemple, d'éviter d'accélérer parce que je sais qu'au loin, ça freine, par exemple, ou que ça n'accélère pas. Eh bien, comme j'ai plus de distance, j'ai plus le temps d'anticiper ce genre de choses. Ça m'évite d'accélérer inutilement. Donc je vais pouvoir conduire sans à-coups en adaptant au mieux mon allure. Donc, en augmentant les distances de sécurité et en faisant preuve d'anticipation, je vais avoir une conduite économique. Donc, réponse B et C. Pour aller à Bruxelles, je vais utiliser une sortie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une bifurcation. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, il y a plusieurs choses qui vous disent que c'est une bifurcation. Avec ce panneau-là, là, il est bleu, hein, c'est qu'on est sur l'autoroute. Vous avez confirmation ici aussi, vous avez vu, on est sur l'autoroute. Et là aussi, on est sur l'autoroute, si on prend Bruxelles, d'accord? Les panneaux sont bleus. Tout nous confirme que nous sommes sur l'autoroute. Donc, si je vais à Bruxelles, je vais rester sur l'autoroute. Si je reste sur l'autoroute, c'est une bifurcation. Si je sors de l'autoroute, ça sera une sortie. Là, je vais donc emprunter une bifurcation. Donc, c'était réponse B et C. La commande du clignotant et la manette à gauche du volant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors pour les clignotants, il y a plein de commandes qui sont pas toujours au même endroit. Mais là, pour les clignotants, c'est toujours la commande de gauche. Quand vous la remontez vers le haut, vous mettez le clignotant à droite. Quand vous descendez votre commande, vous mettez le clignotant à gauche. Ça sera toujours ça. Comme l'appel de phare, ça sera toujours à tirer votre manette, mais toujours la manette de gauche. La manette de droite sera pour les essuie-glaces. À retenir, ça c'est normalisé, vous le retrouverez dans toutes les voitures. Donc c'était réponse A. Le véhicule noir recule. Je klaxonne? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, on peut voir que là, le véhicule noir recule grâce à ses feux de recul, hein, pas uniquement parce que la question nous le dit, mais parce que on voit aussi les feux de recul d'allumés, les feux blancs. Et lui, il n'a pas de visibilité, hein. Il y a un muret, il y a des poteaux, donc il ne nous voit pas venir. Donc on ne sait pas s'il va continuer ou s'il va s'arrêter au bord, on n'en a aucune idée. Ça se passe juste devant nous. Vous avez vu, on a très peu de distance sur l'avant, donc on a très peu de distance pour s'arrêter aussi.
En plus de ça, vous avez vu vers l'arrière, qu'est-ce qui se passe dans le rétroviseur? On a un véhicule qui est quand même assez proche de nous, parce qu'il est gros dans notre rétroviseur, il est proche. Donc si je freine brusquement, je risque aussi l'accident vers l'arrière. Donc là, je me retrouve embêtée entre deux situations. Si je freine brusquement, je me fais entrer par derrière. Et en plus de ça, j'ai très peu de distance pour moi intervenir. Donc qu'est-ce qui peut être bien, puisqu'ils ne me voient pas arriver, c'est qu'ils m'entendent. Donc c'est bien que j'utilise le klaxon, parce que là c'est un danger immédiat. On est en agglomération, mais là c'est un danger immédiat. Donc j'ai le droit de klaxonner dans ce genre de situation. Donc là je vous conseille de klaxonner cette fois-ci. Donc c'est réponse A. Qui doit passer le premier? Le piéton, réponse A. La voiture, réponse B. Vous avez une voiture qui sort, vous voyez, d'un parking. Donc c'est le P de parking. Donc elle va traverser le trottoir pour ensuite arriver sur la chaussée. D'ailleurs, elle devra me laisser passer puisqu'elle sort d'un parking, elle n'est pas prioritaire. Ensuite, sur les trottoirs, les piétons, là, sont prioritaires, toujours. Donc, la voiture verte doit d'abord laisser passer le piéton et ensuite me laisser passer. Donc, il n'est pas prioritaire. C'était réponse A. Le limiteur de vitesse accélère à la place du conducteur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il ne faut pas confondre le limiteur et le régulateur de vitesse. Le régulateur de vitesse, la vitesse se régule toute seule, elle se règle toute seule. Il n'y a même plus besoin d'appuyer ni sur le frein ni sur l'accélérateur. Le limiteur de vitesse, ça va vous bloquer à une certaine vitesse, mais vous êtes obligé de tenir l'accélérateur. Ça va juste être bridé électroniquement pour que on ne dépasse pas la vitesse maximale qui est demandée. Mais ça n'accélère pas à la place du conducteur. Donc le limiteur de vitesse, est-ce qu'il accélère à la place du conducteur? Non. Réponse B. Je devrais payer si je continue tout droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je prends la voie de droite? Oui, réponse C. Non, réponse D. Eh bien ici, il faut observer les panneaux. Et on a une précision importante. C'est que là, il y a écrit péage. Ce qui veut dire que là, si je reste sur l'autoroute 133, donc direction Paris, j'ai deux flèches possibles, ces deux voies-là, je suis donc dans ce panneau-là. Et à 500 mètres, je pourrais aller direction Paris, Orléans, Évreux, Louviers, et j'aurai un péage, d'accord? Si j'utilise la voie de droite, direction Oissel, Saint-Étienne, là, j'ai aucune indication de péage. Donc ici, je ne devrais pas payer dans la voie de droite. Donc je devrais payer si je continue tout droit. Oui, réponse A. Si je prends la voie de droite, non, réponse D. Le conducteur de la voiture me fait signe de passer. Je m'engage. Réponse A. J'attends. Réponse B. Alors, on peut voir que ici, on tourne à gauche. Donc, quand je tourne à gauche, je dois toujours laisser passer les véhicules qui sont en face s'il n'y a pas de signalisation particulière. Ensuite, on voit que la voiture noire, elle, tourne à droite. Donc, normalement,
on se passe l'un derrière l'autre pour tourner mutuellement chacun de notre côté. Ça, je vous ferai une petite vidéo là-dessus pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne dans ce genre de situation. Est-ce qu'on passe l'un devant l'autre ou l'un derrière l'autre? Ça serait peut-être intéressant. Dites-le moi d'ailleurs en commentaire si ça vous intéresse. Voilà, alors on en parlera un peu plus tard dans une autre vidéo de ce type de croisement. Voilà, alors le conducteur d'en face me fait signe de passer. C'est sympa, donc je pourrais me dire j'y vais. Mais là, il y a un problème, c'est qu'il y a à côté un cycliste. Le cycliste, lui, ne me fait aucun signe, donc il reste prioritaire, qu'il aille tout droit ou à droite, à sa droite, d'accord? S'il avait voulu aller à gauche, il ne serait pas placé ici, il se serait placé de ce côté-là. Donc il va tout droit ou à droite. Ce qui fait que moi, quand je tourne, je vais lui couper la route, donc je dois le laisser passer, ce cycliste. Donc le conducteur de la voiture me fait signe de passer. Je m'engage ou j'attends. Eh bien, c'est la réponse B. J'attends parce que je dois laisser passer le cycliste. D'accord? En cas d'incendie, cet endroit permet de se protéger des fortes températures. Réponse A. De se protéger des fortes fumées toxiques. Réponse B. De toujours sortir à l'air libre. Réponse C. D'être pris en charge par les secours. Réponse D. Alors, quand on a une porte verte comme ça nous signale une issue de secours. On est dans un tunnel et c'est une issue de secours. À ne pas confondre avec la niche de sécurité. Alors, la niche de sécurité, ça vous permet de passer un appel téléphonique ou d'avoir accès aux extincteurs. Mais ça ne vous met pas du tout en sécurité. Vous pouvez quand même respirer les fumées toxiques et vous allez aussi subir les fortes températures. Donc, à partir du moment où vous avez prévenu dans la niche de sécurité, il va falloir aller ensuite dans l'issue de secours. L'issue de secours vous permet de vous protéger des fortes températures et aussi des fortes fumées toxiques. Par contre, il arrive des fois que ce soit juste un sas de sécurité avec des portes étanches, d'accord? Donc une fois que vous êtes dedans, il faut la refermer et ne plus l'ouvrir avec un haut-parleur où vous avez communication avec ceux qui gèrent la sécurité dans les tunnels. Ils vous feront patienter dans ce sas-là en attendant que les pompiers interviennent et que vous puissiez sortir. Des fois, vous aurez une sortie vers l'extérieur, mais c'est pas toujours le cas. C'est souvent une sortie vers l'extérieur quand même. Il y a souvent un deuxième conduit qui vous mène vers l'extérieur, mais pas toujours. Donc, réponse A, B, D. Après chaque passage d'un ralentisseur, mon véhicule a tendance à rebondir. C'est dû à un problème d'amortisseur? Oui, réponse A. Non, réponse B. Le rebond du véhicule, ça montre bien un problème dans les suspensions et surtout les amortisseurs. Alors, la suspension, c'est ce que vous voyez là avec son ressort. Ça absorbe les irrégularités de la route. Et l'amortisseur, lui, par contre, il freine le rebond du véhicule. Donc, ça évite qu'il rebondisse dans l'autre sens. Et donc, ça le stabilise. C'est donc bien un problème d'amortisseur. Donc là, c'était réponse A. J'ai la priorité de passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je la laisse passer. Oui, réponse C. Non, réponse D. Qui a la priorité normalement? Qui a l'obstacle en fait? Moi j'ai ma voie normale et c'est elle qui a les voitures en stationnement. Donc elle doit s'écarter de sa voie
pour emprunter la mienne, pour ensuite pouvoir, quand les stationnements seront terminés, revenir dans sa voie. Normalement, elle n'a pas emprunté ma voie comme ça, sauf s'il y avait eu un panneau qui l'autorisait à faire. Là, il n'y a pas de signalisation, il n'y a pas de panneau, donc celui qui a l'obstacle doit laisser passer, et pour pouvoir emprunter ensuite la voie d'en face. Donc c'est à la voiture grise de laisser le passage. Donc est-ce que j'ai la priorité de passage? Oui, réponse A. Est-ce que je la laisse passer? Là, elle est engagée, donc maintenant, je dois la laisser terminer. Il n'y a aucun intérêt à avancer et tout bloquer dans la circulation. Après, je vais être obligé de monter sur le trottoir parce qu'on n'aura pas assez de largeur pour passer. Je n'ai pas non plus à monter sur le trottoir dans ce genre de situation-là. Donc, je la laisse terminer, parce que c'est vrai qu'elle aurait pu décider de ne pas s'engager, parce qu'elle était au tout début des stationnements. Elle a mal, je pense, évalué son temps d'insertion, ou alors elle ne voulait pas respecter la règle. Elle a décidé de s'engager quand même. Bah là, je vais donc du coup la laisser finir. Donc c'était réponse C, A et C. À jeun, le taux maximal d'alcoolémie est atteint immédiatement après l'absorption d'alcool, réponse A, environ 30 minutes après l'absorption d'alcool, réponse B. Le taux d'alcoolémie diminue toutes les heures d'environ 0,15 g par litre de sang. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ça ne peut pas être immédiatement après l'absorption d'alcool, parce que il faut en effet laisser le temps à l'alcool d'être absorbé dans le sang. Donc c'est une demi-heure, 30 minutes après l'absorption d'alcool. Réponse B. Ensuite, le taux d'alcoolémie, lui, diminue toutes les heures d'environ 0,15 g par litre de sang, en effet. Donc là, c'était réponse C. Donc B et C. En règle, il faut laisser la plaque visible, oui, réponse A, non, réponse B. Les feux visibles, oui, réponse C, non, réponse D. Pour être en règle, lorsqu'un vélo est fixé à l'arrière, il ne doit surtout pas cacher, même partiellement, même un tout petit peu, les feux qui sont à l'arrière. Donc tous ces feux qui sont ici doivent être obligatoirement visibles. Sinon, on risque de surprendre les usagers qui sont derrière et qui ne savent pas ce qu'on a l'intention de faire. Donc les feux doivent toujours rester visibles. Et c'est pareil, la plaque d'immatriculation doit aussi rester visible en cas de contrôle des forces de l'ordre. Qu'est-ce que vous faites si c'est pas visible? Eh bien, vous rajoutez derrière, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, mais il y en a qui mettent une petite plaque comme ça, avec les feux de nouveau sur les côtés, qui sont branchés sur l'attache remorque derrière, et puis la plaque d'immatriculation qui est ici. Et c'est accroché de manière à ce que ceux qui sont derrière puissent voir quand vous freinez, quand vous mettez un clignotant, et la plaque d'immatriculation est aussi visible. Donc là, c'était réponse A et C. Juste après le quart, je peux stationner. Oui, réponse A. Non, réponse B. M'arrêter un court instant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Il existe des stationnements à place partagée et il existe des stationnements à place réservée. Alors, quelle est la différence? On va d'abord voir les stationnements à place partagée. Alors, les stationnements à place partagée, vous voyez, en fait, ici, vous avez des pointillés. Donc, contrairement ici, vous avez une ligne continue jaune. Quand ce sont des pointillés comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez le droit de stationner la nuit de 20h jusqu'à 7h du matin. Vous avez aussi le droit de stationner le dimanche et vous avez aussi le droit de stationner les jours fériés. Pareil, si vous savez pas, une petite fiche. Ça,
voilà, on peut partager avec ceux qui font de la livraison. Ensuite, quand vous avez ici, là, une ligne continue jaune, hein, ça veut dire que ce sont des places réservées. Et donc, les places réservées, eh ben, elles sont réservées pour eux, pour la livraison, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Donc, vous ne pouvez pas y aller. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on reconstate? Eh ben, on a la place qui est réservée. Pourquoi? Parce que la ligne, elle est continue, comme sur ce dessin-là, ici. Donc, juste après le quart, est-ce que je peux stationner? Non. Réponse B. Est-ce que je peux m'arrêter même un court instant? Non, c'est strictement interdit. Ce cadran indique la vitesse du moteur. Oui, réponse A. Non, réponse B. C'est une aide utile à l'éco-conduite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc ce cadran-là, ça indique bien le contour. Le contour, à quoi ça sert? Ça vous permet en fait de connaître la vitesse de rotation de votre moteur en nombre de tours par minute. Donc là, c'est 1000 tours. Donc en fait, c'est 1000 tours. Le 1, c'est comme si vous lisiez 1000 tours par minute, 2000 tours par minute, 3000 tours par minute. Il faut éviter que votre aiguille aille dans la zone rouge parce que sinon, vous allez mettre en souffrance votre moteur. Alors idéalement, dans quelle zone c'est bien de circuler? Pour un moteur diesel, c'est bien de circuler entre 1500 et 2000 tours par minute. Et pour un moteur essence, c'est bien entre 2000 et 2500 tours minute. Donc en effet, ça aide à l'éco-conduite parce que ça m'évite d'être en sur-régime. Si je suis en sur-régime, je vais consommer plus. Donc c'est une aide. Donc réponse A et C. Je peux m'engager après ce panneau si je tracte une caravane dont le poids total roulant autorisé est de 100 kg. Réponse A. 200 kg. Réponse B. 300 kg. Réponse C. 400 kg. Réponse D. Alors, est-ce que vous avez bien révisé ce panneau, ceux qui ont eu les questions? Là, ce panneau-là, ça, c'est interdit pour ceux qui tractent une caravane ou une remorque, hein, c'est pareil, hein, de plus de 250 kilos. Si vous savez pas, vous faites une petite fiche. Allez, donc là, c'était réponse A et B, je vous explique pourquoi. Parce que là, c'est tous ceux qui sont au-dessus de 250 kilos n'ont pas le droit d'y accéder. Donc moi, comme si j'ai une remorque de 100 kilos, bah j'ai le droit, je suis en dessous de 250. Et si j'ai une remorque de 200 kilos, bah j'ai le droit aussi parce que je suis en dessous de 250 kilos, la limite, en dessous de la limite. Donc réponse A et B. Lorsque je freine, j'utilise le pied gauche, réponse A, le pied droit, réponse B. Alors que ce soit sur une boîte automatique ou une boîte manuelle, c'est pareil. Ces deux pédales-là, vous les aurez sur une boîte automatique et une boîte manuelle. Et si vous êtes en boîte manuelle, vous aurez la pédale d'embrayage. La pédale d'embrayage se prend avec le pied gauche. Et uniquement le pied gauche. Le pied gauche, il ne sert que à cette pédale-là. Sur une boîte automatique ou manuelle, le pied droit, ça sera utilisé soit pour freiner ici, soit pour accélérer ici. Donc c'est soit je freine, soit j'accélère. On va pas faire les deux en même temps, c'est pas logique. Donc le pied droit suffit. Donc, lorsque je freine, j'utilise le pied droit. Réponse B. Je souffre d'apnée du sommeil, je dois passer un examen médical pour avoir l'autorisation de conduire. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, certaines maladies peuvent entraîner en effet une restriction. Alors, c'est quoi une restriction? Ça veut dire que on va nous limiter la conduite. Par exemple, on n'aura pas le droit de conduire de nuit. Ou alors, on sera obligé de passer une visite médicale régulièrement pour pour juger de notre état de santé, savoir si on est toujours apte à conduire. Alors, il y a quoi? Il y a l'hypertension sévère, le diabète sévère, l'épilepsie, tout ce qui est dépendance aux drogues, par exemple aussi, et l'apnée du sommeil. Toutes ces choses-là, on doit passer un examen médical pour avoir l'autorisation de conduire. Donc ça nécessite un suivi, tout ça. L'examen médical sera fait par un médecin agréé par la préfecture. Donc c'est la préfecture qui vous donne la liste des médecins où il est possible de faire cette visite-là. Enfin, il y a des démarches à faire, toute la préfecture explique tout ça. Donc c'est réponse A. Dans cette situation, je laisse un intervalle de 1,50 m minimum. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis et serre à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc la règle pour passer un piéton ou un cycliste, enfin n'importe quel usager, il faut un espace latéral minimum. Donc quand on est en agglomération comme ici, l'espace qu'il faut laisser ici est au minimum de 1 mètre. C'est mini, hein. Donc dans cette situation, est-ce que je laisse un intervalle de 1,50 m minimum? On vous précise bien minimum. Donc là, c'est pas le minimum c'est 1 mètre. Donc là, c'était réponse B. Est-ce que je ralentis et je serre à droite? Oui, bien évidemment, parce que si le piéton s'écarte un petit peu, parce qu'il y a un trou, ou qu'il y a une portière qui s'ouvre, ou parce qu'il est distrait, ou s'il décide de traverser, il nous faut suffisamment d'espace pour pouvoir l'éviter, et puis arriver aussi lentement pour avoir le temps de s'arrêter. Donc là, dans tous les cas, je ralentis et je serre à droite dans cette situation. Donc ici, c'était réponse B et C. À 130 km/h, chaque seconde, je parcours environ 20 mètres, réponse A, 40 mètres, réponse B. Les lignes de la bande d'arrêt d'urgence mesurent environ 20 mètres, réponse C, 40 mètres, réponse D. Alors, je vous ai dit dans le mail que je vous ai envoyé de réviser justement les façons de calculer pour les distances d'arrêt et les distances qu'on parcourt pendant le temps de réaction. À 130 km/h, combien je parcours en 1 seconde? Alors, on refait le calcul rapidement. Donc, on prend toujours le chiffre de dizaines. Et pour avoir ce qu'on parcourt pendant 1 seconde, on va le multiplier par 3. Par exemple, parce que là, vous avez 3 chiffres. Allez, si vous avez 2 chiffres, admettons vous roulez à 80 km/h, et bien là, vous prenez le chiffre des dizaines. Donc, vous prenez le 8 et vous le multipliez par 3. Donc 3 fois 8, 24 mètres. Ensuite, si vous roulez comme ici à 130 km/h, donc 130, ben là, comme il y a 3 chiffres, vous allez prendre les 2 premiers, donc vous allez prendre 13, et vous allez aussi multiplier par 3. Donc ça fait 39 mètres. Pour ceux qui ont du mal à calculer ça, qui ont des problèmes avec les calculs, qui sont fâchés avec, je vous mets un petit tableau qui vous montre tout. Apprenez-le par cœur, et puis comme ça, vous serez tranquille. Alors, donc en 1 seconde, on va parcourir, par rapport au calcul, 39 mètres. Donc finalement, c'est environ 40 mètres, parce qu'on vous dit environ. La bande d'arrêt d'urgence, combien mesure-t-elle, la ligne? Eh bien, elle mesure aussi 39 mètres. En fait, la ligne de bande d'arrêt d'urgence, là, elle correspond à, quand vous roulez à 130 km/h, à 1 seconde. C'est pour ça qu'on vous demande de faire 2 bandes d'arrêt d'urgence par rapport au temps de réaction, parce que le temps de réaction, on va le doubler. C'est 1 seconde plus 1 seconde. Donc là, elle fait aussi 39 mètres. Donc, c'est environ 40 mètres. Donc, réponse B et D. Porter secours est plus efficace si je commence par
baliser et sécuriser les lieux. Réponse A. Appeler les secours. Réponse B. Évaluer l'état des victimes. Réponse C. Aider les victimes. Réponse D. Quand on arrive sur un accident, on doit toujours respecter le pas. Donc P comme protéger, A comme alerter et S comme secourir. Donc je dois toujours protéger. Je commence par ça. Protéger, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que je vais allumer les feux de détresse, que je vais mettre un gilet haute sécurité, que je vais mettre le triangle de présignalisation à 30 mètres. Et puis, si je vois que la victime, elle est plus en danger si je la laisse sur place que autre chose, parce que par exemple, la voiture est en train de prendre feu, dans ce cas-là, évidemment, je vais la sécuriser aussi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais baliser et sécuriser les lieux dans un premier temps. Donc là, c'était réponse A. Je désactive le régulateur de vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, un régulateur de vitesse, c'est bien, mais dès qu'il y a un danger possible, il vaut mieux dans ce cas-là désactiver le régulateur. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un cycliste qui circule et avec une visibilité en face qui n'est pas top, donc on ne sait pas trop si quelqu'un va arriver en face. Ici, vous voyez, comme je m'approche du cycliste, il vaut mieux que je ralentisse à son approche pour être prêt à intervenir sur les pédales au cas où aussi, si la situation tourne mal. Donc, il vaut mieux désactiver le régulateur. Donc, c'était réponse A. Je me suis trompée de voie. Je change de voie. Réponse A. Je tourne à gauche. Réponse B. Nous sommes actuellement dans la voie qui est pour tourner à gauche. Donc j'aurais dû changer de voie plus tôt, en effet. Bon, maintenant, c'est plus possible de le faire. En plus de ça, il y a une voiture qui est dans mon rétroviseur et qui est dans cette voie-là. Donc je ne peux plus changer de direction. Donc je tourne à gauche et j'essaierai de rattraper mon itinéraire un peu plus loin. Il y a toujours des solutions, surtout en ville. Il y a tellement de rues possibles qu'il y a toujours moyen de rattraper plus loin et en toute sécurité. Donc c'était réponse B. Les créneaux horaires où la vigilance du conducteur est au plus bas se situent entre 2h et 5h, réponse A, entre 6h et 10h, réponse B, entre 12h et 15h, réponse C, entre 18h et 21h, réponse D. Ici, c'est pareil, c'est à prendre par cœur. C'était réponse A et C, entre 2h et 5h et entre 12h et 15h. Ce sont les deux moments les plus risqués concernant la baisse de vigilance. Pour tourner à gauche, je vais devoir céder le passage au véhicule. A, réponse A. B, réponse B. Aucun des deux véhicules, réponse C. On observe ici, il y a un feu vert. Donc quand il y a un feu vert, je peux passer. Mais il y a peut-être des véhicules à laisser passer.
On constate aussi que je suis dans une voie pour tourner à gauche. Ce qui veut dire que si j'ai le feu vert, je dois m'avancer jusqu'au milieu de l'intersection et ensuite laisser passer les usagers d'en face avant de tourner. Mais est-ce que je laisse passer les deux usagers? Alors, quand moi j'ai une flèche pour tourner à gauche, comme ici, je vais devoir m'avancer jusqu'au milieu de l'intersection pour ensuite tourner vers la gauche. Le véhicule d'en face va s'avancer jusqu'au milieu de l'intersection pour ensuite tourner à sa gauche. Donc on va pas se passer l'un derrière l'autre, on va se passer l'un devant l'autre. Donc là on ne va pas se gêner, on va tourner mutuellement en même temps, donc je n'ai pas à lui céder le passage. Par contre en face, lui sa route principale c'est celle-ci. Ok? Et moi je vais traverser l'axe principal. Donc je n'ai pas à lui couper la route comme ça. Il est prioritaire puisqu'il sera à ma droite. Donc, pour tourner à gauche, est-ce que je vais devoir céder le passage au véhicule A? Oui. Au véhicule B? Non. Donc là, c'était la réponse A. L'échappement d'une voiture permet de limiter la pollution atmosphérique. Réponse A. D'atténuer le bruit. Réponse B. Aide à la propulsion de la voiture. Réponse C. Et oui, l'échappement, ça permet en effet de limiter la pollution atmosphérique et ça permet aussi de limiter la pollution sonore. Donc c'était réponse A et B. C'est à moi de passer le premier. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La voiture en face est arrêtée, je m'engage. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors, ici, c'est important, c'est d'observer la signalisation. Et là, on a un panneau rouge, voyez, donc qui dit panneau rouge dit un panneau d'interdiction. Donc j'ai interdiction de passer. Vous voyez, dans le sens de circulation, moi je circule dans ce sens-là, ma flèche est rouge, donc je ne suis pas prioritaire. D'accord? C'est à moi de passer le premier. Oui, réponse A, non, réponse B, c'est la B. La voiture en face est arrêtée, est-ce que je m'engage? Non, elle est arrêtée parce que peut-être qu'elle voulait s'assurer que nous on s'arrête bien à notre tour pour ne pas rester coincé. Donc je lui fais signe au besoin pour lui dire qu'elle peut passer, mais je ne m'engage pas. Réponse D.